Peut-être pour planter le décor, je vais donner quelques petites choses avant. Rappeler que le quotient intellectuel ne suffit pas à évaluer l'intelligence d'un individu, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, mais qu'il est toujours bon de rappeler, hein, que l'intelligence académique, celle qui prévaut encore dans notre système d'éducation, est une forme d'intelligence et qu'il en existe beaucoup d'autres. Et donc d'autres formes d'intelligence qui aujourd'hui commencent à être étudiées. L'intelligence émotionnelle, sociale et la créativité que l'on définit comme une forme d'intelligence aussi aujourd'hui. Deux petites définitions pour positionner créativité et innovation. Il en existe des milliers de définitions, mais c'est les deux que l'on doit à Luc de Brabander. Je les trouve assez pertinentes et c'est comme ça que je vois les choses. Donc la créativité, c'est la capacité à changer sa perception du réel. Et l'innovation, c'est la capacité à changer le réel. J'aime bien ces deux petites définitions parce qu'elles positionnent pour moi parfaitement ce que sont la créativité et l'innovation. La créativité, c'est une pensée. On va donner une forme à quelque chose. Et l'innovation, c'est quand cette pensée arrive dans la vraie vie, donc existe quelque part. Luc de Brabander, auteur que vous devez connaître, qui a une trilogie, le plaisir des idées, voilà, il écrit plusieurs livres comme ça sur la créativité qui sont à lire. Et puis pour mémoire, définition que évidemment vous connaissez par cœur, comme moi, celle de Todd Lubart pour la créativité, donc il définit comme une capacité à réaliser une production qui soit à la fois originale et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Donc c'est cette notion d'adaptation, on pourrait dire potentiellement adapté pour être plus précis, c'est-à-dire que ça peut marcher, ça pourrait marcher. Et la créativité, ça va jusque-là. Et quand ça marche, ça s'appelle de l'innovation. Alors, créativité, c'est des aptitudes individuelles, on va surtout parler de ça aujourd'hui, donc capacité cognitive et connative, on reviendra là-dessus. Des facultés collectives, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective, qui sont d'autres capacités qui ne sont pas du tout étudiées par le creative profiler, hein, l'empathie, l'écoute, des choses comme ça ne sont pas du tout étudiées par le creative profiler et elles font partie des qualités créatives collectives. Et puis des facteurs environnementaux, c'est la notion d'un contexte propice à la créativité et Todd Lubart insiste beaucoup là-dessus. Hein, c'est sa fameuse approche multivariée de la créativité qui dit que le contexte est déterminant dans l'expression ou non de la créativité. Et en allant dans beaucoup d'entreprises, on se rend compte effectivement que le climat et le contexte est déterminant. Alors, petit rappel personnel des inventeurs de la créativité, très personnel, j'ai pioché quatre repères pour moi, Alex Osborne et Sidney Palms. Donc c'est à la fois le brainstorming, hein. Alex Osborne, patron de l'agence BBDO dans les années 30, ça n'allait pas très très fort à New York. Et donc il a décidé de changer les méthodes de travail et c'est lui qui a mis au point et formulé pour la première fois le nom de brainstorming. Donc avec ces notions de divergence et de convergence, on va dire, pour faire vite. Et il s'est ensuite associé donc à Palms et à eux deux, ils ont mis au point ce qu'on appelle le Creative Problem Solving, CPS, qui est la base méthodologique de tous les animateurs de créativité du monde. Après, chacun se l'a approprié, l'a tordu, a pris des morceaux, mais le principe de base est assez universel. Et puis, bien sûr, Todd Lubart, l'approche multivariée de la créativité qui a donc une dizaine d'années maintenant et qui s'enrichit chaque année de nouvelles dimensions. Oui, pour mémoire, j'allais dire, parce que ça rentre un petit peu dans le contexte. Roger Sperry, donc les prix Nobel 81 pour cette découverte, cerveau gauche, cerveau droit. Pour être tout à fait honnête, il a été
contredit. Il y a 4 ou 5 ans, il s'est un peu planté sur les zones, mais en tout cas, sa vision des choses, ces deux formes de pensée, ces deux formes de fonctionnement restent valides. Donc je les mets un petit peu pour mémoire, j'imagine que vous les connaissez. Voilà. Non. Voilà. Bon, là, tout d'un coup. Donc, cerveau gauche, le siège de la pensée logico-déductive, la raison, le langage, les codes, la métaphore. On dit qu'il est digital, hein, par opposition au cerveau droit qui est analogique, siège de la théorie, de l'abstraction, alors que le cerveau droit est beaucoup plus à l'aise avec le concret, le tangible, le pratique. Cerveau gauche analytique, cerveau droit synthétique. Le cerveau gauche va s'intéresser aux détails, le cerveau droit va plutôt regarder les choses de manière holistique, l'un va plutôt regarder les différences et l'autre plutôt ce qui match. Donc je le rappelle en mettant effectivement un bémol sur cette notion de cerveau droit, cerveau gauche, je continue de le raconter comme ça, je sais que c'est faux, mais c'est très pratique pour faire comprendre. Mais je dis pourquoi à chaque fois. Ah, donc c'est pas aussi simple que le cerveau droit et le cerveau gauche. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Plus ils avancent, plus ça leur paraît complexe, cette histoire. Le Creative Profiler. Donc le Creative Profiler, au départ, un projet de recherche donc à Descartes, à Paris Descartes, dans un laboratoire qui s'appelle le LATI, Laboratoire Adaptation Travail Individu, dirigé par Todd Loubart, qui travaillait depuis plusieurs années sur ce qu'ils appelaient des hauts potentiels créatifs. Designers, artistes, scientifiques. Donc ils ont travaillé longtemps avec ces gens-là pour identifier au départ 15 aptitudes, compétences, qualités spécifiques de ces personnes. Parmi ces 15 aptitudes, seulement 10 ont pu être modélisées et traduites en tests psychométriques. Et donc ensuite, ça a donné lieu à ce test que je vais vous présenter, donc qui permet d'évaluer ces facteurs de créativité et de déterminer à la fois le potentiel créatif et aussi le style de créativité. On joue sur ces deux choses-là, on va voir ça en détail. Et donc chaque personne présente un profil particulier, on va voir qu'on sort un radar des personnes, donc avec un mode de pensée et des niveaux d'aptitude qui lui sont spécifiques. Ah oui, point très important. Pour chaque caractéristique, le score est exprimé par rapport au groupe de référence. Il n'y aura jamais, selon Todd Loubart, de référentiel absolu, worldwide, de la créativité individuelle, par rapport à cette notion justement que l'environnement est déterminant dans cette évaluation. Donc il y a toujours un groupe de référence auquel on va comparer les résultats. Alors on dispose de toute une batterie de groupes de référence, beaucoup d'étudiants, ça a commencé comme ça, et puis maintenant des populations d'entreprises qu'on essaie de rendre un petit peu homogènes, directeurs marketing, on a des publicitaires, des designers, des managers dans le domaine de l'innovation, donc comme ça des groupes de référence auxquels on peut comparer chacun des résultats. Donc il n'y a pas, comme le QI se permet de le faire, un chiffre valeur absolue mondiale, il n'y aura jamais ça en créativité. On y va, on déroule les 10 aptitudes. Vous aurez tout ça, je vous enverrai le truc sans les images, que je les ai un peu pompées sur Internet, donc je vais expurger ça avant de vous l'envoyer. Mais vous aurez tout ce qui est écrit. Alors, pensée divergente. La première aptitude, une vieille mesure, une des premières mesures de créativité faites dans les années 40, 50. Wallace, des gens comme ça qui sont intéressés à ça. Bon, je vais voir ce que c'est avant d'en parler. Donc, l'aisance à trouver un grand nombre d'items à partir d'un stimulus. C'est cette notion de fluidité et de variété de la production. Hein, donc, c'est à partir d'un input, pouvoir démultiplier les réponses possibles par rapport à un seul input. Le test initial de cette mesure, dans les années 50, ils avaient donné un trombone à des enfants de 6 ans, en leur demandant, ils leur laissaient 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et en moyenne, les enfants listaient une vingtaine d'items. Ils ont pris les mêmes gosses 10 ans après, adolescents, d'accord, et c'était tombé de moitié, avec le même test qu'ils avaient évidemment oublié entre-temps. Voilà, donc
plutôt tendance à fermer quand même, mais on va y revenir. Pensée divergente. Deuxième, la flexibilité mentale. Donc c'est cette notion de pouvoir jongler, de ne pas s'accrocher aux choses. Agilité d'esprit, souplesse mentale, facilité à changer d'optique pour élargir sa perception, savoir lâcher une idée initiale afin d'explorer d'autres nouvelles directions. On est vraiment dans cette notion de, oui, pas seulement d'agilité, mais un peu vraiment de réflexe permanent de voir les choses de manière différente, d'agitation. Pensée analogique, typique cerveau droit. Donc pensée métaphorique, savoir faire des comparaisons, identifier des correspondances entre les choses. Le benchmark, le vrai benchmark, pas la veille concurrence. Le vrai benchmark, on va voir un truc dans un secteur qui n'a rien à voir et on trouve une relation entre des choses. C'est ça l'analogie. Très très puissant en créativité. Pensée convergente, il en faut en créativité. Donc ça, c'est toute une batterie de tests de style QI, justement, ce qu'ils appellent le facteur G en psychologie, donc esprit de synthèse, pouvoir évaluer dans la complexité, capacité de sélection et d'organisation. Donc c'est des suites logiques, en gros. Capacité à associer, la pensée est associative par définition, mais elle peut être aussi dissociative, et c'est un petit peu ce qui est mis en avant ici. Savoir mettre en commun des éléments et des ensembles d'éléments qui ne sont pas communément raccordés. C'est cette idée du mix, la créativité, c'est souvent avec des ingrédients déjà connus qu'on va avoir la créativité parce qu'on ne les avait pas mélangés comme ça jusqu'à présent. C'est souvent une histoire de mix. Donc les aptitudes conatives, celle-ci, donc oui, cognitive, donc liée à la connaissance, conative plus liée à la personnalité. Oui. L'ouverture, la curiosité, donc, qui n'est pas un vilain défaut, il faut le rappeler tous les jours. Donc le goût des choses nouvelles, l'antidogmatisme, l'ouverture aux nouvelles expériences, exploration de l'inconnu, essayer les choses, se mettre en contact avec d'autres, avec de nouvelles sensations, pour voir. Ah, j'aime beaucoup celui-ci, la tolérance à l'ambiguïté. Capacité à savoir vivre dans l'incertitude, pouvoir fonctionner dans des situations peu claires, gérer un manque d'informations, voire des informations contradictoires. Je trouve que c'est une aptitude essentielle dans les grandes organisations aujourd'hui, pour survivre, juste. Donc ils se sont aperçus que les hauts potentiels créatifs qu'ils avaient testés étaient... ça ne les gênait pas trop de ne pas avoir les infos. Ils sentaient que c'est par là qu'il fallait aller et ils ne contrôlaient pas les choses et ils avançaient par là sans tenir forcément ce qu'ils devaient tenir pour avancer comme d'habitude. Propension à oser. Alors celui-là n'était pas au départ et puis c'est quand on a commencé à avoir des entreprises, certaines nous ont dit nous on a des gens créatifs mais le week-end chez eux. Et donc, ça a amené cette notion de climat, de confiance et des choses comme ça, mais c'était aussi qu'il faut que ça sorte. Donc la personne doit exprimer. Si ça reste dans sa tête, c'est pas très utile. Annuler. Ah non, pas annuler. Il est là. Tung. On y est. Tolérance à l'ambiguïté, propension à oser, donc prise de risque. Prise du risque, savoir prendre des risques calculés, en conscience, capacité à saisir une opportunité pour passer à l'action, ne pas avoir peur de se tromper, donc ça c'est extrêmement sensible évidemment au contexte. Le manager ancienne formule va avoir du mal à favoriser ça. Pensée intuitive, l'intuition qui se développe pas mal, je trouve bien. Des boîtes maintenant qui se prennent des formations de développement de l'intuition. Ça, c'est le côté entreprise. Et puis côté recherche, il y a énormément de choses qui sont faites maintenant et qu'on arrive à mesurer et qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc capacité à saisir rapidement le réel, à ressentir des situations de manière instinctive, avoir une connaissance immédiate des choses par le ressenti émotionnel. Donc c'est un vrai truc. On en a tous, il suffit juste d'y croire un petit peu pour l'activer. Et la motivation à créer, donc motivation intrinsèque, extrinsèque,
on connaît donc la motivation intrinsèque, celle qui s'adresse on va dire au sens de l'honneur de la personne, hein, la personne va être motivée pour faire cette chose-là, presque plus par le processus que par le résultat, et la motivation extrinsèque, c'est la carotte, la prime, ce qui nous fait avancer par rapport à un résultat. Inutile de vous dire que la motivation intrinsèque est beaucoup plus efficace et importante que la motivation extrinsèque. On dit que la motivation extrinsèque joue sur l'insatisfaction. J'ai lu ça. Hein, que la motivation intrinsèque joue sur la satisfaction et que la motivation extrinsèque, si on me donne une prime, je serai moins insatisfait. Voilà, donc les 2 x 5 aptitudes, on sort un livret, un radar, plein de petites choses comme ça. On peut faire des comparaisons après par fonction. Ça a cette tête-là. Ça a été fait par l'équipe de Paris Descartes avec une boîte de sites. Voilà. On s'en sert. On s'en sert en amont de formation à la créativité. Là, on est intervenu chez Sanofi où il y avait 150 personnes à former, donc ils ont passé le test. Et ça nous a permis de faire des groupes un peu homogènes en termes de besoins. Ceux qui avaient besoin de développer plutôt la pensée divergente. Dans la mesure des disponibilités d'agenda, c'était un petit peu un casse-tête. Donc c'est resté un peu une vue de l'esprit, mais en tout cas, cette idée d'avoir un point zéro avant une formation, pourquoi pas une autre mesure 1 an ou 2 ans après, on peut se poser la question. Donc dans le cadre de développement de compétences, en recrutement bien sûr, hein, comme toutes les batteries de tests sont passées aujourd'hui en recrutement, ça nous permet de mesurer et de mettre en avant d'autres aptitudes qui sont de plus en plus recherchées par les RH. Hein. Donc cette notion, ce discours et ces nouvelles compétences, là, je trouve que les RH, au moins des grandes boîtes, celles que je fréquente, sont assez sensibles, beaucoup plus qu'avant maintenant à ces notions-là, d'essayer de plus embaucher des clones année après année, essayer de varier un petit peu les profils. Gestion des compétences, hein, effectivement, développement des compétences, adéquation de poste, on ne l'a pas fait encore, mais c'est une idée de Todd Loubart de scanner un poste, une fonction. La direction marketing, ça demande quelle aptitude créative, de faire un vrai travail dessus, en amont là-dessus, et puis après, de faire passer le test et d'avoir des candidats pour cette fonction par rapport à ce dont on a besoin. Toujours cette idée de contextualisation. Hein, donc adéquation de compétences par rapport à un profil de poste. Constitution de groupes projets innovants, hein, chose qui se développe beaucoup dans les entreprises, des groupes projets un peu en marge des projets habituels auxquels on laisse un peu plus d'autonomie et de fun souvent. Et donc pour faire le casting de ces groupes projets, on utilise le Creative Profiler pour avoir un groupe qui soit le plus complet sur les 10 aptitudes. En management bien sûr. Et puis, à venir, en projet, mais très concret, c'est une question de semaine, on va faire une version pour les étudiants qu'on va proposer aux écoles, aux universités, et voir avec eux comment ça peut être utilisé. Je crois qu'on a prévu d'en parler ensemble déjà. Je ne sais pas comment je fais, je vais parler comment là. Non, c'est pas mal. Je ne suis pas en retard. Hein. Bon. Je vais terminer avec 2 choses. J'ai prévu de laisser pas mal de temps aux questions, donc j'espère que vous en avez. Première chose, c'est une petite liste de conseils sur chacune des aptitudes, comment les développer, comment être plus intuitif. On va avoir une petite liste de conseils. Et puis on terminera avec un petit exercice de 10 minutes avant de passer aux questions. Ou peut-être après les questions, on va voir. Alors, développer ses aptitudes créatives pour la pensée divergente. Par exemple, avant une action, envisager différentes manières de faire, l'habituel et d'autres possibilités. C'est toujours bien de se dire, par rapport à un truc, je peux faire comme ça, d'habitude je fais comme ça, et si je n'avais pas ça, qu'est-ce que je ferais? Et là, on passe en pensée divergente. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. C'est ça la pensée divergente. Hop.
Écrire toutes les utilisations possibles d'un objet quotidien, donc sur cette idée toujours de démultiplication, hein, de stretching de sens. Imaginez d'autres fins, un livre, un film, une réunion. Hein. Quand on s'ennuie en réunion, vous ennuyez en réunion, vous imaginez comment ça pourrait se terminer dans un film d'horreur. Flexibilité mentale, changer volontairement de place les objets dont vous pouvez avoir besoin régulièrement. Donc là, c'est l'idée des micro-changements quotidiens. Hein. Tous ces trucs-là, en fait, l'objectif, c'est de lutter contre les habitudes. Hein. Je ne vais pas développer cette partie-là, mais on est formaté, on est pétri d'habitudes, et il faut essayer de sortir un petit peu de ce carcan et développer ses aptitudes, ça sert à ça. Donc faire des micro-changements dans sa journée, se maquiller différemment, ou se raser différemment, ou changer la petite chose, changer de trajet, de mode de transport, de conjoint, non, pas... percevoir les situations sous un autre angle, changer de point de vue, se mettre à la place d'eux. Bon, la base vraiment de la perception, déjà, c'est se mettre en face. Hein, là, je vois cette salle comme ça, si je me mets comme ça, je la vois là, et comme ça, je la vois encore différemment. Donc c'est vraiment cette histoire de perspective qui est fondamentale en créativité. Tout est une question de perspective, de perception en créativité. Donc cette flexibilité de pouvoir voir une chose et son contraire. Je ne sais plus si je l'ai mis là. Voilà, essayez de penser le contraire de ce que vous pensez, juste pour voir. Ça marche très très bien, on l'utilise beaucoup en rénovation de processus dans les entreprises. On prend une équipe, son processus, et puis en travaillant avec des méthodes comme ça, en prenant le truc à l'envers, on se rend compte que à l'envers, ça marche mieux que si on le mettait à l'endroit comme c'est. Inverser les choses, c'est souvent très très intéressant. Je continue. La pensée analogique, donc métaphore, analogie, benchmark. Dessinez vos problèmes et vos idées, représentez-les par des croquis, petits dessins. J'aime bien faire un petit croquis, juste, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, hein, c'est un schéma, quelque chose qui donne une forme à une idée, avant les mots qui vont l'encapsuler ensuite. Les cartes mentales, vous connaissez cet outil, carte mentale, mind map, à adopter pour la vie, tous les jours. Recensez dans un lieu où vous trouvez les personnes ayant des caractéristiques communes. Vous pouvez faire des petits jeux comme ça hein, pour faire des analogies. Hein, les personnes qui ont toutes... ou des objets de la même couleur. Obligez-vous à utiliser 2 métaphores dans une conversation avec un ami ou un collègue. Un peu plus dirigiste, mais... Il faut que ça fasse un petit peu mal, hein, tous ces trucs-là. Hein. Ça peut être sympa. La grande difficulté, évidemment, c'est de les mettre en routine. Pensée convergente, mais ça, vous savez faire. Capacité associée, faites des cartes mentales encore, des associations de mots, observez une scène, une fraction de seconde, puis fermez les yeux et se remémorez les détails. Écoutez une musique et dessinez ce que vous entendez. Tout ce qui est mélange de sens, hein, c'est très bon. Hein. Louis, la vue, Louis et les grands artistes, paraît-il, travaillaient comme ça. Hein. Je ne sais plus, c'est Mozart qui... Il voyait un tableau et puis après il écrivait les notes qui allaient avec, mais il avait une vision d'un tableau au départ. Donc il y a une grande correspondance de nos 6 sens. Voilà, il y en a encore. Ouverture, curiosité, donc là, j'espère que c'est pas trop tard, vos âges, non. Demandez-vous, c'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Une bonne petite formule à... C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Achetez un magazine auquel vous n'aviez jamais pensé et lisez-le en y trouvant un intérêt personnel. Vous allez au kiosque et vous prenez le truc qui vous tente le moins possible. Vous vous posez tranquillement, vous vous mettez dans un mood très positif et vous allez tourner les pages en dégustant ce truc et en le connectant à vos problématiques. Faites chaque semaine une chose, petite ou grande, que vous n'avez jamais faite. Toujours cette idée hein, d'avoir cette régularité. Donc, c'est-à-dire chaque jour, je vais faire un petit truc nouveau, petit ou grand. Ça laisse un large choix, c'est pas trop contraignant, mais il faut le faire tous les jours. Durant vos vacances, apprenez quelque chose de... L'idée de nouveauté pour rester ouvert et
comme la créativité, ça va être mélanger des trucs qu'on a à l'intérieur avec d'autres trucs qu'on fait rentrer, plus je fais rentrer des choses, plus je pourrais mélanger ces choses intéressantes. Tolérance à l'ambiguïté, donc à part la vie de tous les jours, il faut quand même maintenant de plus en plus être tolérant à l'ambiguïté, hein, plus rien n'est clair. À Sestri, on parlait d'un... Sestri, c'est un colloque qui se passe en Italie chaque année. Il y a quelques années, il y avait une grande banderole pour accueillir les colloques de créativité, pour accueillir les participants. Bonjour, j'accueille les participants. Ah oui, du monde. Alors, je vais reprendre. C'est des étudiants. Si on vote, si je reprends ou pas. Non, non. Voilà. Et donc à Sestri, à ce colloque de créativité, il y avait une grande banderole au point d'accueil qui disait, en anglais, c'était si tout vous paraît clair, c'est que vous n'avez pas toutes les informations, ou quelque chose comme ça. Quand c'est trop clair, il faut se méfier. Tolérance, donc suspendre le jugement. Avant de critiquer une idée, demandez-vous finalement pourquoi pas. On a toujours tendance à casser une idée, à voir ce qui ne va pas. On est formaté comme ça. Donc essayez de faire l'avocat de l'ange, on dit, plutôt voir ce qui est bien dans une idée. Faire confiance à son ressenti quand on n'a pas toutes les informations, prendre la décision de se perdre dans une ville. Hein, c'est l'idée de s'embrouiller. Hein, l'idée de s'embrouiller et de s'apercevoir que dans ce mélange-là, on retrouve aussi du sens. Propension à oser, donc se jeter de la fenêtre, non je ne l'ai pas mis. Oser faire une petite nouvelle chose sans risque. Fermer les yeux un moment en public, dans les transports en commun. Les yeux fermés, c'est un bon truc aussi à faire. Je vous invite dans les... Non, pas vous. Si. J'ai fait une formation de coach version PNL et un des exercices, on nous emmenait dans le métro. Et les yeux, non, c'était pas les yeux bandés, ça, c'était sans parler, alors aux heures de pointe, donc bien bondé, et il fallait sortir du métro sans prononcer une parole. Donc faire comprendre aux gens devant qu'on voulait sortir sans parler. Pour vous dire. Pas simple. Pensée intuitive, entraînez-vous à prendre de petites décisions à l'instinct, ce qu'on fait, hein, parce qu'on l'accepte ou pas, on fonctionne énormément à l'intuition. Hein, qu'on le reconnaisse ou pas. Hein. Donc autant le faire consciemment et puis de développer cette aptitude. Prendre de petites intentions, vous hésitez entre deux trajets. Sortez de la logique et dites comment je le sens ce truc-là. Plutôt par là ou plutôt par là. Puis vous vérifiez après. Essayez de finir les phrases mentalement de vos interlocuteurs. Hein. Essayez d'entendre un petit peu à l'avance ce qu'il est en train de dire, ce qu'il va dire. Amusez-vous à deviner qui appelle. Oui, ça c'est un truc qu'ils mettent dans les stages de développement de l'intuition. C'est un des exercices de ne pas regarder quand ça sonne et de penser qui ça pourrait être. Pas par la logique en disant il est 16 heures, c'est ma fille. Non, juste qui ça pourrait être. Et voir ce qui vient. Encore un peu bizarre tout ça, mais c'est en train vraiment de se formaliser et de plus en plus pris en compte. Et donc je vous invite à le faire. Et vous-même, vous faites ça? Vous faites ça? Tout ça Pas tout. Je ne vous invite pas à tout faire. Je vous invite à prendre 1, 2, 3 trucs, mais par contre, le mettre en routine. Se créer de nouvelles routines créatives. Motivation à créer, évitez de vous poser des limites du genre, ce n'est pas dans les règles, j'ai peur de me tromper, laissez agir votre spontanéité. Hein, écrire des petits textes, faire des slogans, des dessins, des choses, voilà. Toujours dans cette idée d'expression créative, mais ça peut être de n'importe quoi, mais donner une forme communicable, inhabituelle. Et ben voilà. Alors, soit on fait les questions, si vous avez des questions. Vous avez des questions un peu? Il va falloir, hein. J'en ai moi sinon. Vous voulez faire le petit test après? Après, peut-être, comme ça, comme vous voulez. L'un ou l'autre, hein. Vous voulez faire le test maintenant? Bon, ben on fait le test maintenant si vous voulez. Pas de problème. En 2 minutes, je vous propose de compléter le plus de cercles possible. J'ai fini, parlez. C'est parti. En 2 minutes, complétez le plus de cercles possible. Il y en a 16. Si vous faites les 16, c'est super.
Une minute. Secondes pour finir les derniers ronds. Posez les stylos. Qui a rempli les 16? Pas mal. 15? 14? D'accord. 13? Ok. 12? 11? Moins de 10? Moins de 6? Ça va. Bon. Ça, c'était quantitatif. Mais c'est un test quantitatif, la pensée divergente. Hein. D'ailleurs, dans le Creative Profiler, on demande des items. Personne ne va regarder la pertinence des items, c'est juste le quantitatif. À partir d'un input, un trombone ou un rond, qu'est-ce que je peux exprimer comme chose différente? Je ne l'ai pas dit, mais j'imagine que vous n'avez pas fait strictement le même dessin. Donc, d'un point de vue qualitatif, est-ce que vous avez, par exemple, fait des choses très différentes les unes des autres, ou plutôt décliné des principes, des principes graphiques ou d'autres principes que vous avez déclinés? Vous avez des choses très différentes d'un rond à l'autre? Plutôt différent, très différent. D'accord. Donc là, on est bien dans cette notion, hein, plus c'est différent, mieux c'est, puisqu'on cherche la plus grande différence. Et maintenant, deux permissions que vous êtes peut-être données ou pas. La première permission, est-ce que vous êtes sorti du cadre? Oui. Donc, généralement, c'est 50-50 hein, dans mes groupes. Donc, il y a 50% qui ont dû rester à l'intérieur du cadre, alors que la consigne, c'est compléter. Hein, mais ce mot compléter, on le perçoit comme remplir, hein, très souvent. Hein, toujours cette histoire de perception, compléter. Hein. Donc, première permission à se donner, on peut mettre des choses à l'extérieur, hein, faire un soleil et pas seulement un smiley. Deuxième permission que vous avez peut-être donnée, c'est de relier plusieurs cercles entre eux pour faire des lunettes, un vélo, des choses comme ça. Ou pas. Voilà. Donc ça, c'est des permissions, et je vais conclure en fait là-dessus, c'est que la créativité, c'est une histoire de permission. Pardon? Oui, ça c'est une histoire de perspective à chaque fois. Hein. Si vous avez des choses très variées en perspective, un truc vu de dessus, un truc vu en coupe, ou je ne sais pas, vous avez fait un citron, ou, ça aussi, hein, c'est des choses effectivement très intéressantes hein, par rapport à cette perspective. Il y en a une qui nous manque beaucoup, c'est c'est pas la tolérance à l'ambiguïté, celle-là, c'est la suspension du jugement. Une notion qui est extrêmement importante en créativité, c'est la capacité à suspendre son jugement, où on parle d'évaluation différée. C'est-à-dire que pendant une phase de production de contenu, on s'interdit d'interdire, c'est le fameux « on ne critique pas les idées en brainstorming ». Suspension du jugement. Donc ça, c'est un critère qui est au début et qu'on n'a pas réussi encore à mettre en forme, mais il faut vraiment qu'on le fasse, que c'est fondamental en créativité. Il y a une démo dessus, allez vous promener, il y a des infos, il y a une démo, creativeprofiler.com ou .fr, normalement les deux marchent, mais le .com la semaine dernière était en réparation, donc creativeprofiler.com ou .fr, et voilà, vous pouvez vous promener dessus, une démo qui est assez longue, vous pouvez avoir un aspect, une vue assez large de l'outil. Une heure et quart. Une heure et quart. On peut le faire en plusieurs fois, hein, on peut s'arrêter, couper et reprendre, sauf pour les épreuves chronométrées. Il y a des épreuves chronométrées, on ne peut pas les interrompre, donc on peut les faire qu'une fois. C'est un truc oui, qu'il faudrait qu'on fasse.
Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il est complètement juste d'un point de vue psychométrique, donc on ne peut même pas changer les images, des trucs comme ça, tellement ça a été mesuré, et Todd Lubart là-dessus, il est assez ferme. Donc le refaire passer exactement le même à une autre personne, c'est un petit peu compliqué, il faudrait changer quand même, pouvoir changer des choses. Oui, la même personne. Mais oui, ce serait bien pour voir une progression, moi. On oublie. On peut se dire ça, oui. Quoi, comme le trombone avec les enfants, ils avaient oublié. Oui, 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 oui. Ben, quand même, enfin pas juste et faux, non, mais oui, on mesure une attitude, mais on peut être plus ou moins bon. Si on a déjà fait un exercice et qu'on s'en souvient, on le fera mieux. Hein, notamment, il y a un exercice je ne vous dis pas à quelle capacité il mesure d'ailleurs, il ne faut pas que je le dise, mais il y a une image qui se transforme en une autre. Hein. On clique et l'image se transforme, à chaque clic, elle se transforme un tout petit peu. Et il faut déterminer à partir de quel moment on voit la nouvelle image, ce que c'est. Donc ça, si on l'a déjà fait, c'est un petit peu gênant de refaire. Mais bon, on va y travailler. C'est une dynamique collective, mais là, on est quand même très sur l'individu. C'est ce que je disais. Oui, dans l'idéal, un jour, on n'en est pas là, les entreprises n'en sont pas du tout là. Déjà, elles en sont à reconnaître des qualités créatives qu'elles ont ignorées jusque-là, des individus. Et les RH, elles les arrangent de prendre le truc comme ça, comme ils sont toujours sur la gestion de compétences et des trucs, ça fait un morceau à tenir et ils déroulent ça. Vous disiez que ça permet de former des équipes. Oui. Donc la logique, si on forme une équipe en créativité, c'est plutôt de mettre dans les mêmes équipes des gens avec des aptitudes complémentaires, ou des gens et plus hétérogène. Hein. La règle du groupe de créativité, c'est l'hétérogénéité. Donc là, c'est de mettre un échantillon, il y a 10 personnes, d'en avoir un force dans chaque dimension, par exemple. C'est le premier test, hein, il n'en existait pas. Il y avait des travaux dans les années 50 aux États-Unis. C'est le premier test aussi complet. Il est très imparfait pour moi, et vraiment à prendre, je le dis honnêtement, avec des pincettes. Hein, c'est un domaine qui est effectivement un truc. C'est histoire de poser quelques jalons. Moi, j'y vois surtout l'intérêt d'acculturer les entreprises à ça. Et je ne l'ai pas mis dans les utilisations, mais la principale utilisation des entreprises, c'est pour faire de la com. On le fait passer aux managers et puis on fait un séminaire derrière sur la créativité. C'est génial, il nous en faut. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'en existe pas en ligne? Parce que des tests de créativité, il en existe depuis 20-30 ans. Juste d'une manière psychométrique, je ne suis pas sûr. Hein. Pas le test de Torrens, par exemple? Torrens, oui, voilà. Oui, tout à fait. Qui est beaucoup moins complet. Oui. Il y a quand même beaucoup de tests de créativité. Oui, Torrens, c'est le principal. L'avantage que je vois dans le test, c'est que vous mixez en fait le cognitif et le conatif. Et ça, il n'y en a pas aujourd'hui. Oui, tout à fait. La réponse à ça, c'est que, par exemple, si on se dit la capacité analogique, c'est important. Et c'est important de pouvoir faire des parallèles entre des domaines qui n'ont rien à voir et de faire des connexions et imaginer des choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont repéré comme étant facteur de créativité. Hein, je disais que les grands artistes fonctionnaient avec des sens qui communiquaient entre eux. L'analogie, ça en fait partie. Donc une personne qui a cette faculté, qui le fait plus facilement, aura plus d'idées. Après, il faut qu'elle les exprime, qu'elle les formalise et tout ça. Mais non, je ne dis pas que c'est le test qui tue, je dis que c'est un premier jalon pour faire exister déjà cette matière de la créativité, de la pensée créative, face à cette pensée logique quand même, qui domine très très fort et dans l'industrie, c'est fou, quoi, hein. Donc c'est vraiment une manière d'attaquer un petit peu ce monolithe de logique et de faire voir les choses un petit peu différemment. Et pour ça, le test, qui est fait par une équipe de chercheurs sérieuse, joue ce travail-là. Montessori. La méthode, après. Non, c'est évidemment, oui, en tant que parent, c'est un champ de recherche permanent. Hein, à la fois de benchmark, prendre les bonnes pratiques qu'on a sous les yeux et qu'on a perdues, nous,
et puis de nourriture et d'interaction. Donc effectivement, il faut être vraiment dans cette posture de tout est possible quand on est face à un gosse. Voilà. Et ne surtout pas se donner de limites quand il n'y en a pas besoin. Il y en aura plus tard assez. C'est aussi un conseil qu'on peut donner, c'est de se mettre dans cette situation, dans ce besoin de ça. Alors que tout nous pousse à nous conforter dans nos routines, dans nos habitudes, c'est super confortable. On a oui, quelques populations de référence. Depuis 1 an et demi que le test se fait. Et donc l'idéal pour nous, c'est de comparer une entreprise par rapport à elle-même. C'est ce qu'on a fait là, avec Sanofi. On a comparé chaque personne par rapport aux 150 autres. Hein, par rapport à cette population de référence. L'idée, c'était de pouvoir proposer aux écoles, aux facs, des choses comme ça. Ben, l'utilisation de ça, on est en train de faire une version par module, donc on va pouvoir, parmi les 10 aptitudes, chaque institution pourra choisir 5 ou 6 aptitudes, c'est ce qu'on s'est dit, ce qui nous permet de vendre le truc pas cher du tout et de pouvoir faire du volume. Hein. Pas tester les 10 aptitudes, mais en choisir 4 ou 5 ou 6 qui sont les plus pertinentes par rapport au cursus. Tout est possible. Là, on est en train de faire un premier projet où derrière, il y a 2 journées de débrief et de sensibilisation à ça. Plusieurs manières de faire. Aujourd'hui, pour les entreprises, c'est souvent un séminaire derrière et à minima un entretien téléphonique avec la personne. Déjà, quand vous posez la question à quelqu'un s'il est créatif, il n'y en a pas beaucoup qui la ramènent là-dessus. Hein. Donc c'est toujours une bonne nouvelle pour la personne qui le passe, c'est qu'on a plutôt tendance à sous-estimer notre créativité. Culturellement, oui, culturellement sûrement, oui. Oui. On est beaucoup plus créatif qu'on ne croit. Simplement, il faut être en condition de l'être. Quand on a besoin d'être créatif, que notre survie en dépend, je vous assure qu'on est créatif. Grande histoire de motivation. Hein. Mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes de se dire ah oui, je pensais pas être créatif, et puis quand même. Non. Ça aussi, c'est un truc à travailler. Ouais. Une vérification, on pourrait faire une version individuelle d'abord, et puis ensuite de trouver la meilleure mayonnaise de ça. Ouais. Oui, parce que là aussi, il y a encore une histoire de contexte et d'environnement. Hein. Si j'ai la meilleure pensée divergente de l'entreprise, la meilleure pensée convergente, la meilleure tolérance, mais qui ne s'entendent pas, ça ne va pas le faire. Ou que leurs chefs ne s'entendent pas, ça suffit. Ça suffit. Ah ouais, là, ça se mord la queue là. Oui. La machine qui teste la machine. Est-ce qu'il est vraiment genre basé sur les sur la pensée divergente, typiquement l'ordinateur, il aligne ce qu'il veut. Hein. Mais est-ce que c'est un test qui est vraiment basé sur les choses linguistiques et donc on teste vraiment des aptitudes humaines ou non, oui, sur la capacité d'associer, on va mettre mouton avec berger, des trucs comme ça, effectivement, purement cognitifs. Mais ça aussi, un ordinateur, ils peuvent tout faire maintenant, non, les machines. Donc, et oui, c'est un sujet, ça. Mais non, on a même eu des surprises à l'inverse. Des trucs avec des agences de pub qu'on attendait vraiment sur l'ouverture, la curiosité, des trucs comme ça et qui ressortaient pas bien. Donc je préfère pas tirer de conclusion tout de suite. Non, après ça va être plus l'histoire de l'adéquation d'un profil et d'un poste. Hein, étudier les caractéristiques créatives nécessaires à une fonction. Et puis donc pour ça il y a déjà un travail d'identification de quoi on a besoin comme créativité pour être directeur du marketing chez Nestlé. Et puis après, d'avoir le profil qui correspond. Les chercheurs de Paris 5, là, ça les intéresse de faire ça.
Vraiment, qu'on leur donne une population comme ça, puis qu'ils restent avec eux un petit peu, et puis qu'ils aillent voir, qu'ils leur racontent comment ils bossent, et ils leur diront comment ils ont besoin d'être créatifs. Eux, ça les intéresse beaucoup, donc on va aller vers ça, je pense. On a eu des mamans, on a fait plein de mamans créatives pour une société d'études spécialisée dans les mamans. Donc dans les produits pour enfants, et donc pour faire le casting, donc ils font des groupes de créativité avec ces mamans là pour faire imaginer des petits pots de main ou des couches machin ou d'autres choses, et donc ils ont utilisé le test pour caster les mamans les plus créatives. Donc voilà, ça sort un peu de l'entreprise. Mais...